Nous allons maintenant accueillir Renaud Dutreil. Nous connaissons peut-être quelques-unes de ses qualités d'homme politique. Il a été secrétaire d'État, puis ministre, chargé des PME, de la fonction publique, de la réforme de l'État. Il a créé le label Entreprise du patrimoine vivant. Il a créé le pacte Dutreil, que certains chefs d'entreprise connaissent. On connaît moins sa vie d'entrepreneur, aux États-Unis et en France, pleine de projets encore aujourd'hui. Et peut-être qu'on connaît encore moins sa charge de Member of the Board de l'école Parsons, The New School for Design, à New York et à Paris. Avant de lui laisser la parole, je tiens à remercier le groupe Edmond de Rothschild, dans la personne d'Anthony Wattin, son directeur lillois, qui nous a mis en relation avec Renaud Dutreil. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez prendre le pupitre si vous le désirez. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Et puis, bravo Lille pour ce projet fantastique qui est devenu une réalité. Mon expérience avec le design, c'est une expérience qui a un peu suivi, épousé les différentes expériences que j'ai eues dans ma vie professionnelle. Et je voudrais très rapidement vous en donner quelques aperçus. Donc, mon premier contact avec le design, ça a été avec le design produit, le design industriel, quand j'ai repris 2 entreprises en difficulté. Et pour moi, le design a été un moyen de réconcilier ces 2 entreprises successivement avec 2 communautés extrêmement importantes pour chaque entreprise. La première, c'est la communauté des salariés et la deuxième, c'était le consommateur. Et ces 2 entreprises, parce qu'elles avaient été très près de la liquidation, avaient des salariés démotivés qui ne croyaient plus dans le futur de l'entreprise. Et en même temps, si elles étaient en si mauvaise posture, c'est parce que les clients, les consommateurs, les avaient abandonnés. Alors la première, c'est une source extraordinaire qui met de l'eau en bouteille, donc 30 millions de bouteilles chaque année. Et quand j'ai repris cette entreprise, la première chose qui m'a frappé, c'est que les bouteilles dans lesquelles on mettait cette eau extraordinaire étaient vraiment très moches. Et donc on a créé un comité dans lequel il y avait tout le monde, tous les ouvriers, tout le monde participait pour réinventer une nouvelle bouteille. Et certains se sont tournés vers le futur. Et c'est à Angoulême, donc Angoulême est en Charente, et Angoulême a été le premier nom de la ville de New York. New York a eu 3 noms, Nouvelle-Angoulême, puis Nouvelle-Amsterdam, et puis Nouvelle-York, parce que Angoulême a été découverte par un explorateur qui avait été missionné par François Ier. François Ier était le duc d'Angoulême. Donc, lorsque la baie de l'Hudson a été découverte par cet explorateur, il s'appelait Verrazzano, eh bien, il lui a donné tout naturellement le nom d'Angoulême. Et la première idée, c'était de dire, tournons-nous vers New York, puisque entre Angoulême et New York, il y a une parenté, et essayons d'imaginer une bouteille qui ressemblerait à un gratte-ciel. C'est la première idée. Et puis après, quelqu'un a dit, non, il faut que nous montrions nos racines, et cette source, elle est enracinée dans ce territoire. Une source, ça ne bouge pas, on ne peut pas délocaliser une source. Et donc, essayons d'exprimer à travers cette bouteille l'histoire fabuleuse de ce territoire très ancien et qui remonte au Moyen-Âge. Et il y avait un stagiaire qui était là, une jeune fille qui travaillait dans une école, non pas de design, mais en tout cas de communication et de médias, et qui a fait une recherche sur les idées qui avaient été émises dans ce comité. Et elle est revenue avec 2 photos, et il y en avait une, c'était le Chrysler Building, qui, pour ceux qui connaissent New York, voient immédiatement de quoi il s'agit. C'est un des gratte-ciels les plus connus de New York, et il a cette particularité d'avoir une toiture art déco avec des écailles qui sont extrêmement brillantes et que l'on voit très bien dans le ciel, la skyline de New York. Et elle avait une autre image qui montrait les toitures des églises médiévales de Charente. Et les toitures, lorsque les communautés étaient très riches, étaient faites en pierre. Alors, certaines toitures étaient faites avec des tuiles en bois ou en ardoise, mais lorsqu'on voulait vraiment montrer que l'église était la plus belle du territoire, on faisait des toitures en pierre avec ce qu'on appelait des écailles de tortue, des toitures en écailles de tortue. Et les 2 images étaient très frappantes parce que c'était exactement la même forme, c'est-à-dire une forme comme ça avec des écailles qui se superposaient. Et donc, nous avons finalement fait une bouteille qui concilie ces 2 formes, celle tournée vers le futur et celle tournée vers le passé. Et tout ce travail qui a été fait autour de cette nouvelle bouteille, eh bien, a permis à cette
communauté de salariés un peu démotivés, de simplement trouver le moyen de faire un beau produit. Et moi, je pense que dans chaque entreprise, la première chose qu'il faut commencer à faire, c'est de faire un beau produit, parce que fabriquer un beau produit, c'est recréer la fierté que chacun a. Chacun d'entre nous est un artisan. Nous sommes tous des artisans. L'homo faber, l'homo faber, il aime d'abord faire un beau produit et un produit utile. Pendant très longtemps, on a opposé l'utile et l'agréable, l'utile et la beauté. Les philosophes grecs considéraient qu'il y avait ce qui était utile, puis qu'il y avait le beau. Et le beau était un peu vu comme une religion, c'est-à-dire très déconnecté de la fonctionnalité. Le design, c'est la réconciliation entre le beau et l'utile. Et dans cet exercice de cette source, nous avons essayé de conjoindre à la fois les problèmes économiques qui sont aujourd'hui au cœur du design, la question des coûts, la question du prix. Aucun projet actuel, que l'on parle de design urbain ou de design social, eh bien, ne peut échapper à cette notion de coût économique. Le prix, c'est très important quand on fait une bouteille d'eau, parce que, évidemment, l'eau, c'est parmi les produits les moins chers et les plus bataillés dans les rayons des supermarchés. Et puis, à côté du prix, il y avait la fonction. Quand je suis arrivé dans cette entreprise, il y avait des machines, des vieilles machines, qui avaient de très grosses contraintes industrielles. Et moi, qui n'y connaissais absolument rien, eh bien, j'ai dû plier mes idées en matière de design à ces contraintes industrielles. Et puis, il y avait aussi l'idée de faire quelque chose de beau. Et derrière le beau, il y a aussi le storytelling, ce qu'on peut raconter à un consommateur, mais aussi à un salarié. Et les salariés sont normalement les premiers et les plus motivés des consommateurs. Alors, un an après, j'ai repris une autre entreprise, autre défi, qui fait des charentaises. Alors, les charentaises, vous voyez ce que c'est? Ce sont des pantoufles. Et c'est très difficile de transformer une pantoufle, qui s'appelle une charentaise, en un produit design. Et donc, nous sommes là aussi au cœur de cet exercice avec la même tentative de réconcilier, d'une part, les consommateurs avec la charentaise, mais surtout la communauté de ces 45 femmes qui travaillent dans cette usine depuis très longtemps et qui, à un moment donné, ont cru qu'elles allaient perdre leur emploi, perdre leur environnement habituel de travail, et que l'entreprise dans laquelle elles avaient bien souvent commencé à travailler très jeunes allait disparaître. Donc là encore, le design est devenu, dans ce projet d'entreprise, une façon de ressouder des hommes et des femmes qui avaient perdu le sentiment que ce qui faisait le produit de leur travail était à la fois beau et utile. Je pense que c'est vraiment un enjeu essentiel aujourd'hui du design industriel, de sortir de la fonctionnalité, des problèmes de prix, des problèmes industriels, pour voir qu'un produit, c'est d'abord un lien avec l'autre. Et l'autre, c'est évidemment celui avec qui on travaille, mais c'est aussi le consommateur. Ça, c'est ma première expérience de design produit. La deuxième expérience que j'ai eue, c'est en devenant en fait membre du board de cette école américaine qui s'appelle Parsons School for Design, qui a une histoire intéressante parce que Parsons School for Design est une des plus anciennes écoles de design américaines et son fondateur a eu une idée immédiate, c'est de créer une école sœur à Paris. Donc c'est une école américaine, mais qui a une sœur jumelle à Paris qui remonte au début des années 20, donc au début du XXe siècle. Et cette école a connu une nouvelle jeunesse dans les années 30, lorsque un certain nombre d'intellectuels, de professeurs d'université venus des pays occupés par le nazisme se sont réfugiés aux États-Unis et plus particulièrement à New York. Beaucoup d'entre eux étaient juifs, avaient fui le nazisme et avaient trouvé refuge à New York. La plupart étaient des universitaires dans ce qu'on appelle les sciences sociales. Et donc, ils se sont réunis et ils ont créé ensemble une nouvelle université qu'ils ont appelée The New School, la nouvelle école. Et l'école Parsons School for Design est devenue le cœur de The New School. Ces universitaires qui fuyaient le nazisme, qui arrivaient à New York et qui avaient aussi ce rêve de l'Amérique, se sont dit, on va, autour de cette idée de design, rassembler toutes les disciplines. Et on va essayer non pas d'isoler les disciplines les unes par rapport aux autres, mais de les faire travailler ensemble.
c'est comme ça que des architectes ont commencé à travailler avec des sociologues, des historiens avec des mathématiciens, et qu'il y a eu cette interpénétration qui est encore aujourd'hui une des marques de l'enseignement dans l'école de Parsons School for Design. Et c'est là que j'ai peut-être le mieux compris à quel point le design aujourd'hui est devenu global. Le design, c'est presque une religion laïque de notre temps. C'est un peu ce message qu'on veut envoyer à une époque qui essaye de sortir en fait des difficultés, qu'on peut joindre l'agréable, l'art de vivre, un certain bonheur en fait de travailler avec la fonctionnalité des sociétés hyper sophistiquées dans lesquelles nous sommes et où tout est rationnel. Essayer de concilier ce qui relève de notre cerveau rationnel et puis ce qui relève de la poésie, de l'art, de l'envie de rêver, de se projeter dans autre chose que la pure approche pragmatique de l'économie. Donc cette école, Parsons School for Design, elle est assez représentative aujourd'hui de ce concept de design très élargi dans lequel on va appeler design un peu tout et n'importe quoi. C'est peut-être ce qui menace d'ailleurs ce concept de design, c'est de devenir un fourre-tout. Il faut essayer de lui redonner un peu de concret. Pour Parsons School for Design, le design, c'est d'abord trois choses. C'est la transdisciplinarité, la capacité à faire travailler des gens qui sont très pointus dans leur domaine ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est une des vraies matrices de la création. Quand on arrive à faire travailler des mathématiciens avec des artistes ou des sociologues avec des architectes. J'ai passé pas mal d'années dans ces belles marques de luxe qui sont connues dans le monde entier, et notamment chez LVMH. Et l'une des entreprises du groupe LVMH, Louis Vuitton, était une entreprise qui était installée sur le même design. Et ce design, ce logo LV que tout le monde connaît, qui a été caricaturé par des artistes, qui est devenu même le parangon du design qu'on ne peut plus supporter tellement on l'a vu partout, eh bien, cette entreprise qui était installée sur toujours la même base de consommateurs assez traditionnels, blancs, WASP, européens ou américains, a été complètement métamorphosée par un designer, Marc Jacobs, qui était lui-même d'ailleurs un élève de la Parsons School for Design, et qui est arrivé en disant « il faut casser les codes de Vuitton, non pas pour les faire disparaître, mais pour leur redonner leur énergie vitale ». Et il a été le premier à raconter l'histoire de Louis Vuitton, cet artisan qui est arrivé du Franche-Comté en 1853 à Paris et qui a commencé à faire des malles. C'était un artisan très modeste et qui, à l'époque, évidemment, a constaté que les gens prenaient le train. C'était le début des transports ferroviaires. Et à l'époque, les malles étaient ce qu'on appelait des malles à dos de chameau. C'est-à-dire que le coffre était arrondi. Et donc, quand vous essayez d'empiler dans un train des malles qui ont un dos rond, ça ne marche pas très bien. Et donc, le génie de Vuitton, peut-être qu'il n'est pas encore suffisamment reconnu en France, c'est d'avoir eu cette idée très simple de faire des dos plats pour qu'on puisse empiler les malles dans les trains. Et donc, il a créé sa propre entreprise avec des malles à dos plat et ça a très très bien fonctionné. Marc Jacobs racontait cette histoire et il a dit aujourd'hui, ça n'est plus le designer que je suis qui est capable d'introduire de la nouveauté, de l'innovation, de la rupture dans les marques de mode. Il faut aller chercher les vrais disrupteurs de notre temps que sont les artistes. Parce que l'artiste, qui est devenu un peu le prêtre des sociétés laïques, celui qui essaye de se projeter vers l'avenir, est le vrai disrupteur. Et donc, lui, il a été le premier designer à dire « c'est pas moi qui vais designer les produits, je vais aller chercher des artistes qui sont des artistes plasticiens, qui n'ont jamais fait un sac, qui n'ont jamais fait une paire de chaussures, jamais fait un vêtement, mais qui ont une vision des formes, de l'esthétique, qui répond beaucoup plus à ce que nous avons besoin de faire chez Vuitton. Il est allé chercher un artiste japonais comme Murakami. Il a ensuite combiné l'art de Murakami avec la fonctionnalité des ateliers de Vuitton. Et tout à coup, cette marque, qui était un petit peu endormie, s'est réveillée. Donc, Marc Jacobs, c'est un peu le pionnier de ceux qui ont dit aujourd'hui, les produits
ne sont plus uniquement fonctionnels, ils ne sont plus uniquement commandés par un rapport prix-qualité. Ce sont des liens sociaux, ce sont des symboles qui peuvent être des symboles de réussite sociale, des symboles d'amour, des symboles de reconnaissance, des symboles d'identité culturelle. Et c'est aujourd'hui le cas dans le monde de la mode. Le design est devenu quelque chose d'extrêmement vaste, d'extrêmement large, qui tient compte de la psychologie des gens, de l'histoire, de ce qui se passe dans le monde, des célébrités, des artistes, des souffrances. Le design est devenu une façon de raconter notre temps à travers des objets. Donc il y a toujours ce lien entre le design industriel, fabriquer des produits, et en même temps cette envie de parler que toutes les sociétés ont, et chaque société a envie de trouver son nouveau langage. Il est possible que le design soit le nouveau langage de nos sociétés. Alors ma troisième expérience, c'est celle dans laquelle je suis aujourd'hui, celle pour laquelle je suis venu cet après-midi à Lille aussi, à l'invitation de Edmond de Rothschild, pour parler d'entreprises du patrimoine vivant. Donc les entreprises du patrimoine vivant, vous savez que c'est un peu les fleurons des entreprises françaises. C'est un label de l'État qui a été créé en 2006, qui est attribué à peu près 1500 entreprises françaises, beaucoup d'ailleurs d'entreprises centenaires. Et ces entreprises, elles ont trois caractéristiques. L'une, c'est un ancrage très fort dans un territoire. La deuxième, c'est un savoir-faire manufacturier. Ce sont encore des entreprises qui sont dans l'industrie, qui fabriquent des produits. Et puis la troisième, c'est d'exprimer un art de vivre. Et l'art de vivre, évidemment, français, qui s'exporte très bien aujourd'hui. Et le secret de ces entreprises, justement, c'est ce que Marc Jacobs appelle l'arc électrique, la tension entre ce qui vient du passé et ce qui est tourné vers le futur. Et je crois que nous avons aujourd'hui, dans le design contemporain, à la fois un très fort besoin d'identité. D'ailleurs, la première fois qu'on a parlé de design en France, c'était quand les Scandinaves ont introduit dans notre pays leur design à eux, c'est-à-dire le design nordique, très reconnaissable, très épuré, très simple, très symbolique, et qui a été immédiatement appelé design, l'école de design scandinave. Et les gens savaient très bien de quoi on parlait quand on parlait de design scandinave. Et donc ce besoin d'identité, il s'exprime aujourd'hui par le design. La France est très forte dans le monde parce que derrière son design, le design des objets français, il y a l'identité que nous représentons. Et notamment cet art de vivre qui est apprécié par les consommateurs du monde entier. Il y a en même temps la volonté de se projeter vers le futur. Et donc quand Marc Jacobs parle d'arc électrique, c'est d'un côté le passé qui rassure, le passé est toujours rassurant, et de l'autre côté, c'est le futur qui excite. Nous sommes tous des animaux un peu étranges, attirés par les deux dimensions. Nous voulons être rassurés, le passé nous rassure, et nous voulons aussi être provoqués, excités, secoués, et c'est évidemment vers le visionnaire que nous nous tournons pour ça. Et le design français est souvent décrit comme un design qui est capable de concilier ce d'où nous venons, le passé, cette tradition, cette culture, cet enracinement, qui est quand même très propre à la société française. On est encore attaché à ses racines. Et en même temps, une capacité disruptive à inventer le futur qui est très forte dans notre pays. Nous sommes un pays d'innovateurs. Et nous sommes souvent capables de concilier le passé et le futur, de mêler des formes anciennes avec des formes visionnaires. Et les entreprises du patrimoine vivant, ces entreprises qui bien souvent ont réussi dans le monde entier, comme Hermès, Christian Dior, Yves Saint Laurent, tant d'autres encore, et pas uniquement dans le domaine de la mode, mais dans d'autres secteurs, bien souvent arrivent à raconter cette double histoire qui plaît à l'être humain, d'un côté celle de ses racines, et puis de l'autre cette grande inconnue qu'est l'avenir. Je crois que c'est vraiment une façon de dire que le design, c'est le langage d'aujourd'hui. Il nous explique bien ce dont nous sommes le fruit, et en même temps, il essaye d'éclairer l'avenir. Alors, espérons que la France reste un grand pays de design et que cette force que nous avons, eh bien, Lille puisse l'incarner très rapidement, et grâce à la mobilisation de toutes et de tous dans cette très belle agglomération. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, pour ces exemples.